Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur la diaspora africaine ici à Montréal, au Québec, pourquoi pas. Mais nous parlons également des questions qui concernent monsieur, madame, tout le monde. Nous parlons des questions d'actualité en fait normale, telles que l'actualité locale à Montréal, l'actualité provinciale et l'actualité bien sûr internationale en Europe et en Afrique particulièrement. À l'émission aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Je la laisse se présenter parce que pour moi, c'est un honneur et une grande joie que de la voir à cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. vous êtes madame. Et moi, je m'appelle Princesse Juliette Mbiake. Je suis camerounaise de la diaspora. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, en particulier au Canada, à Montréal, où j'ai fait plus de 25 ans. Voilà, et puis je suis mariée, mère de 6 enfants et plusieurs petits-enfants. J'ai fait dans le développement économique, j'étais PDG de Table Montréal Afrique. Comment vous dites? Table Montréal Afrique. Table Montréal Afrique, oui. Voilà, Oui, qui a fait dans beaucoup de choses le développement. Table Montréal Afrique, nous parlons de quelle période? De la période 2003, 2004, 2005, 2006. 2006. Et juste nous le rappeler, juste pour bien situer notre public, c'était quoi exactement quand on parle de Table Montréal? Quand on parle de Table Montréal Afrique, c'est la coopération internationale. Ah, ok. Dans l'échange entre le Nord, les pays africains oui. et le Canada. Oui. Et à cette époque-là, vous avez ciblé tous les pays d'Afrique? Oui, on travaille avec tous les pays. On a travaillé avec le Cameroun, oui. La Côte d'Ivoire, d'autres pays africains. Oui. D'autres pays africains. Et ça a donné quoi tout ça? Et ça a donné beaucoup de choses. Ça a donné que les entreprises canadiennes se sont installées en Afrique. Oui. Il y a eu des conférences qu'on a fait sur le plan national et international. Donc il y a suscité beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que, on va revenir sur vous-même, mais qu'est-ce qui fait que ça prenait absolument une organisation pour pousser le milieu des affaires québécois, canadiens, à se rendre et à ouvrir des bureaux sur le continent même? Mais vous savez bien, Henri, que c'est pas facile que les Canadiennes, comme les Français, parce que les Français, ils vont beaucoup en Afrique, oui. mais les Canadiens s'installer, les entreprises canadiennes s'installer en Afrique, c'était vraiment difficile à l'époque. Pourquoi c'est vraiment difficile? Pourquoi? Je ne peux pas vraiment te dire, mais c'était vraiment difficile. Donc il fallait vraiment les amener à comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, d'investir en Afrique. Oui. Il fallait vraiment organiser des conférences pour pouvoir... Les convaincre finalement. Les convaincre. Il fallait vraiment les convaincre. Est-ce que le marché n'était pas déjà pris? Disons les choses très très franchement, par la France. Par la France. Oui, ça c'est sûr. Depuis les accords de coopération que je souligne ici, signés avant l'accession des pays africains à l'indépendance, rappelons-nous, le général de Gaulle avait demandé à tous ces leaders, Houphouët-Boigny, Sékou Touré et autres, à cette période-là, vous signez, Amadou Ahidjo aussi, oui. du Cameroun, oui, Cameroun. vous signez les accords de coopération avant l'indépendance. Pas d'accord, pas d'indépendance. Le seul pays qui avait dit non, c'était la Guinée de Sékou Touré, et on connaît les conséquences. Alors quand on regarde les choses aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que les autres marchés, comme le Canada ou autres, peuvent faire pour percer, juste pour essayer de pénétrer justement ce marché africain avec ces accords-là qui sont toujours, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, bien fondés. Oui, mais vous savez, il fallait vraiment des Africains de la diaspora qui ont des facilités, n'est-ce pas, à pénétrer le gouvernement pour pouvoir... Et dont vous-même, justement. Oui, effectivement, moi, j'ai eu à faire ma part. J'ai eu à faire ma part. J'ai organisé... dans ce cadre, j'ai organisé une conférence, ici d'abord à Montréal, au Sheraton, en 2004. Qui portait sur? Qui portait sur l'investissement en Afrique. Comment investir en Afrique? Et pourquoi investir en Afrique? On a eu plus de 150 participants, des entreprises canadiennes. Et également, après cette conférence, nous avons organisé à Yaoundé, au Cameroun, en 2006, au Hilton Hotel, en partenariat avec le gouvernement camerounais, une autre conférence sur la coopération économique et commerciale entre le Canada et l'Afrique, le cas du Cameroun. Ah, c'est très intéressant. Ah oui. Donc, nous avons eu 350 participants. Là, il y a eu des accords, il y a eu des signatures, donc c'était vraiment formidable. On a eu vraiment à faire beaucoup de choses.
Et à partir de là, il y a eu des entreprises qui sont installées. Et nous avons également ouvert un bureau d'échange. Donc, ça a été vraiment un succès. Donc, aujourd'hui, vous continuez. On continue. Et après Yaoundé, au Cameroun, nous avons organisé au Canada, en 2008, une autre conférence sur la formation et économique, la formation et l'échange commercial avec des maires, dont les maires des villes africaines, où nous avons eu plusieurs maires africains. Et le Cameroun nous a donné, on a eu plus de 56 maires camerounais qui sont venus oui. à cette formation sur la décentralisation. Oui, oui. C'était avec la ville de Laval, c'était à Laval, avec le maire de la ville de Laval. Et ça a donné des bons résultats? Ça a donné beaucoup de bons résultats. Donc vraiment... Juste, voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse que je ferme très rapidement. Je vais vous laisser donc continuer. Vous avez parlé des maires. Et moi, j'avais un message d'ailleurs que j'ai écrit sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez lu déjà, parce que j'étais fâché. Je me suis levé un de ces 4 matins. Ça fait longtemps que je regarde la télévision comme tout le monde. Ça fait longtemps que je regarde les autres nouvelles comme en fait tout le monde. Mais quand je vois le Maghreb, on vous montre manifestation en Algérie par exemple, ou le Maroc. Moi, je regarde toujours ce qu'il y a derrière, le paysage. Mais c'est beau. On voit l'infrastructure, on voit les arbres. On sait que ce sont les Français qui avaient construit cela. Ça, on sait. Mais ceux qui sont venus ont entretenu. C'est beau quand même. On voit les hommes, les femmes manifester. C'est très joli. On regarde, waouh. Mais quand on voit l'Afrique noire, mon Dieu, pourquoi c'est sale? C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Alors, triste. Je m'adressais à nos mères pour leur dire, écoutez, moi, je suis un petit garçon dans les années 60. J'ai vu les Blancs qui étaient chez nous. J'ai vu comment nos villes étaient propres. Ah oui. Ils étaient propres. Ah, c'était propre. Des belles fleurs, partout, des grands boulevards. Aujourd'hui, c'est sale, c'est dégoûtant. Où passe l'argent? S'ils sont incapables, qu'ils quittent. C'est ce que j'avais écrit sur Facebook. Parce qu'on n'en peut plus. Ces maires-là, malgré les formations, quelle formation? Ils auront la formation, mais sur le plan pratique, qu'est-ce qu'ils font? La question. Bonne question. Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, j'en profite pour mon émission. J'ai cette chance, je le dis. Monsieur les maires africains, on vous tient à l'œil. Chaque année, on va proclamer quelle est la ville la plus sale de l'Afrique? Quelle est la ville la plus propre de l'Afrique? Je ferme ma parenthèse. On va continuer sur vous. Écoutez, on n'a plus le choix, c'est honteux. Oui, mais il faut nous avons droit à une certaine fierté. On a le droit. Effectivement, bon, là, ils essayent de faire, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent. Oui. Mais il paraît qu'il n'y a pas de financement. Oui, il n'y a pas vraiment d'argent. Parce que vous savez, quand on vit ici, comme vous-même, ça fait longtemps, on finit par constater, mais bon Dieu, les gens payent ici pour aller passer les vacances au soleil. Ouais. Ils payent beaucoup d'argent. Ils veulent se reposer. Mais nous, on a le soleil gratuitement, partout. Il fait beau, il pleut. Donc, on peut cultiver, on peut mettre des plantes, des fleurs partout. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et on vient se plaindre. C'est juste ça, c'est juste ça. C'est quelque chose qui... En fait, bon, j'ai trop parlé là. Si vous l'interviewez, c'est pas moi. Alors, on va continuer avec vous. Princesse, pourquoi est-ce qu'on vous appelle princesse? Princesse, parce que je suis une princesse. Ah, honorée. Merci. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Oui, mon père vient du royaume, maman également. Donc, je suis la petite fille du roi. Le roi, donnez-nous des noms précis. Le roi Banganté. Le roi Banganté. Donc, ça, c'est dans l'ouest du Cameroun. OK. Donc, ma mère vient de la chefferie Bangoulap. Ça, c'est toujours dans l'Ondé. Ça, c'est dans l'Ondé à l'ouest. Donc, ça, c'est vraiment parmi les familles royales qui ont des descendances vraiment qui datent de très, très longtemps. Très, très longtemps. Ça, c'est ça. Ça, c'est très Et vous avez gardé votre titre quand même? Effectivement, tu gardes le titre. Tu le veux ou pas, parce qu'en langue, on dit Manvin. Et quand tu évolues, tu changes de trône, on dit Ndjamanvin. Donc, ça veut dire que la mère des reines. Donc, c'est vraiment... Donc, il y a des trônes, hein. Il y a des trônes 3 pieds, 4 pieds. Donc, c'est des échelons. Je vous écoute, je suis en admiration d'abord de rencontrer une vraie princesse, parce qu'il y en a qui sont des fausses, mais vous en êtes une vraie. Et puis comme je suis moi-même aussi, sans faire la pub, je regarde actuellement, comme tout le monde, la guerre des trônes. Je me suis dit, mon Dieu, ça s'est passé comme ça, même si c'est carrément fictif, mais il y a quand même certains liens avec l'Afrique, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Le trône, le pouvoir. Vous, ça ne vous a pas marqué? Non, au contraire. Ah oui? Ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que avec Laurent, l'espace social, on a une certaine éducation, une façon de voir des choses qui est différente.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que la princesse n'a pas fait n'importe quoi. Elle est éduquée, elle a une éducation, n'est-ce pas, de base, qui est là. Donc on vous éduque, surtout quand on te choisit, on te donne certaines valeurs. Pour le public qui nous regarde maintenant, des nombreux disons, Québécois aussi, en fait d'autres groupes aussi, disons, qui sont là, qui en fait nous suivent, vous le savez comme moi, il y a eu des changements chez nous, sur ce continent, même au niveau de l'Europe aussi. Si je regarde par exemple la révolution bolchevique, la révolution russe, toute la famille royale a été exécutée, disons comme tel. Il y a encore des familles royales qui existent dans ce monde au niveau européen. Et je me suis même demandé si ce n'est pas eux encore les plus puissants dans ce monde, sans qu'ils le disent. Mais chez nous, sur le continent, on a alors rasé. Avant même la colonisation, d'ailleurs c'était l'idée, même l'objectif, on coupait les têtes, on a rasé alors toutes les familles royales. Chez vous, au Cameroun, vous êtes une descendante d'une famille royale digne. Comment votre famille a-t-elle fait pour subsister par rapport à cette situation, sans trône finalement, parce que le trône, les rois, est-ce qu'ils les ont réellement perdus ou est-ce qu'auprès de la population chez vous, le pouvoir royal existe toujours? Est-ce que la population croit toujours au sang bleu que vous avez? Ah oui, la population croit. Et on a perdu beaucoup, n'est-ce pas, mes oncles, on a coupé la tête. Ça, Vos oncles, oui, on leur a tranché la tête. Parlez fort parce que votre voix disparaît. Je sais que c'est l'émotion. Voilà. J'ai mon oncle qui a été enlevé par les maquisards à l'époque, le frère et un moment, dont le prince qui a été enlevé et qui a été coupé la tête. Donc on a coupé la tête. Donc pour dire que vraiment les chefferies, les royaumes ont beaucoup souffert des conséquences de l'indépendance, des détruits de l'indépendance. Oui. Mais le royaume reste. Le royaume reste et puis on conserve nos traditions. On les conserve et on les protège. Donc, au Cameroun, par exemple, vous allez voir, il y a des rois, il y a le cadre est vraiment différent. Vraiment, surtout à l'ouest du Cameroun, hein, c'est vraiment quelque chose. Dites-moi, à quoi sert un roi aujourd'hui? Puisqu'il n'a plus le pouvoir. Non, le roi a un pouvoir. Lequel? Il a le pouvoir, contre le pouvoir, n'est-ce pas, de sa population. Il a le pouvoir sur sa population. Il a le pouvoir. Est-ce qu'on parle ici de pouvoir mystique? Que ce soit le pouvoir mystique, ce n'est pas ça qui est important. C'est le pouvoir, n'est-ce pas, de regrouper et, n'est-ce pas, de diriger son peuple. J'insiste sur l'élément mystique parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les chefs d'État africains, qui ne sont pas des rois, qui n'ont aucun lien avec le sang bleu, qui ont pris le pouvoir par X, Y, en fait, raison, on a constaté que le mysticisme, le mystique joue. Même quelqu'un devrait faire une thèse de doctorat sur le mysticisme et le pouvoir en Afrique. Ça existe certainement. L'élément mystique est très fort chez nous. Raison pour laquelle je vous pose cette question. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas copié nos rois qui, semblerait-il, le pouvoir venait de Dieu ou venait en tout cas de très loin, mais pas de ce monde quelque part? Ben, ça, c'est sûr que quand un président monte au pouvoir, il fait le tour dans les royaumes. Ah ben ça c'est clair, il fait le tour dans les royaumes pour que, n'est-ce pas, le roi, n'est-ce pas, le roi, n'est-ce pas, des pouvoirs, de commandement ou il faut, sinon il faut qu'il soit vraiment loin. Donc la tradition il doit aller rencontrer ces rois. Il doit aller rencontrer ces rois, il doit, n'est-ce pas, ou les appeler, il doit faire quelque chose par rapport au royaume. Tu ne peux pas gouverner sans les rois, ça c'est clair. Alors vous, votre statut vous donne la possibilité aujourd'hui de travailler vraiment sur le continent. Donc quelque part, vous le faites de vous-même parce que vous voulez quand même donner quelque chose à ce continent. Effectivement, je travaille dans ce sens-là pour valoriser, n'est-ce pas, nos traditions et nos cultures. Ça c'est très important. Donc vraiment que dans chaque royaume, que la tradition soit vraiment valorisée. Aujourd'hui, avec la modernité, avec l'accentuation même de cette modernité, et en fait je vous pose la question tout simplement, comment ça fonctionne tout ça? Ben, effectivement, c'est vraiment un problème. Parce que la mondialisation, le modernisme, n'est-ce pas, absorbe la tradition. Donc on est en train de perdre notre tradition dans le modernisme. Donc c'est pourquoi vraiment il faut revoir et puis voir comment on peut vraiment le protéger cette tradition et cette culture très riche que nous avons.
Alors, votre message pour cette émission, vous avez demandé à venir à l'émission. Vous venez rarement. Pourtant, moi, ça me faisait plaisir de vous recevoir depuis longtemps. On attendait la princesse quand est-ce qu'elle arrive. Vous avez décidé que vous venez. Le message, tous ceux qui ont suivi cette interview, je veux qu'ils retiennent quelque chose de très pertinent. Pourquoi votre présence ici à l'émission? D'abord, Henri, merci. Merci vraiment de me recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis, je fais le tour presque du monde, parce que j'étais en Europe. Je sors de l'Amérique, au Washington, pour installer. Parce qu'il faut, n'est-ce pas? Parce que, bon, s'il faut revenir un peu à Semorep, qui est basé, n'est-ce pas, sur les 7 S. Semorep, ok. Qui veut dire? Qui veut dire le cercle mondial des reines et princesses. Cercle mondial des reines et princesses. Et ça, c'est toutes les reines et princesses Toutes les reines et princesses du monde. Donc, nous sommes ouvertes. On a commencé par le Cameroun, et puis on a le Burkina, les reines ondénosiennes qui sont, n'est-ce pas, qui font partie. Oui. Donc, c'est vraiment une association, un organisme qui regroupe toutes les reines. Et ça, c'est pour vraiment aider, quoi, c'est ça? Pour aider, n'est-ce pas? Pour aider, pour valoriser la tradition et la culture. Aider, n'est-ce pas, la communauté dans le développement économique, social et culturel, pour la formation, dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement. On travaille dans tous les sens, dans tout, vraiment, dans tout. Donc on essaie un peu de voir, et surtout, n'est-ce pas, les femmes. Donc, amener des femmes à être indépendamment, autonomes. Oui, oui. Voilà, ça c'est vraiment les femmes. Parce que si on amène la femme, c'est la mère de l'humanité. Bien sûr. Et si on réussit, n'est-ce pas, à valoriser, à mettre les femmes à ce niveau, n'est-ce pas, d'indépendance financière, c'est qu'on a gagné. Et je suppose que vous avez ciblé des pays, bien sûr. Bien sûr, l'Afrique, parce que nous avons une vice-présidente, s'il faut parler un peu, oui, n'est-ce pas, Semorep a des vice-présidentes partout. Donc, vice-présidente qui s'occupe de l'Afrique et dans tous les pays africains. En Europe, un peu partout, nous sommes en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie. Et voilà. Et puis également aux États-Unis, nous sommes également installés aux États-Unis et au Canada également. Donc nous avons un peu partout des vice-présidentes où dans chaque antenne, nous avons des délégués. Et effectivement, c'est ces délégués qui organisent des activités pour ramasser un peu de fonds pour pouvoir construire. Il y a de nombreuses femmes qui vous suivent actuellement. Elles sont africaines, elles sont québécoises, elles viennent de partout. Pourquoi devraient-elles, après avoir suivi cette émission, songer à vous contacter? Pourquoi? Parce que vraiment, je pense que ça serait vraiment important qu'elles nous contactent, parce que nous travaillons, n'est-ce pas, pour le bien-être de la population. Y a-t-il des critères précis? Des critères précis, oui. C'est vraiment aider, n'est-ce pas, dans l'éducation et la formation, pour valoriser, n'est-ce pas, la culture et la tradition. Ça, c'est très important parce que si on perd nos traditions, nos cultures, on est perdu. Donc, c'est pourquoi vraiment il faut que ceux qui me suivent, les reines ou les femmes qui me suivent, nous rejoignent pour qu'on puisse ensemble, n'est-ce pas, protéger et valoriser cette culture-là. Cette culture qui est très riche, et puis développer, n'est-ce pas, des activités dans la formation, l'éducation, la santé, et construire les maternités. Vous savez, beaucoup, surtout en Afrique, on manque de maternités. Il y a des femmes qui donnent naissance encore à la maison, dans des champs, parce que parfois ils n'ont pas de moyens pour aller dans une maternité. Donc, il faut construire des maternités communautaires qui, n'est-ce pas, va donner la possibilité à toutes les femmes, sans moyens ou avec moyens, de venir, n'est-ce pas, surtout les femmes sans moyens, de venir donner naissance et se faire suivre par le centre de santé un peu partout, bien, dans l'éducation également. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé. Merci Harry, ça me fait plaisir. À cette émission. Oui, moi qui vous remercie d'être invité. Donc je crois qu'on va continuer comme ça. Merci. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.